Lorsque Karin Strom, 25 ans, a été retrouvée morte, étranglée dans sa propre maison à Woodcross, dans l'État de l'Utah, les habitants ont été choqués. C'était le premier meurtre dans l'histoire de leur petite ville tranquille. Presque immédiatement, la police a eu un suspect principal, désigné par les preuves. Mais il n'a pas été possible de prouver sa culpabilité à l'époque, et l'affaire est restée non résolue pendant près de 3 décennies. Jusqu'à ce que, grâce à la persévérance des enquêteurs et au développement des tests ADN, la justice finisse par triompher. Le meurtrier s'est retrouvé derrière les barreaux. Woodcross, dans l'État de Utah, était une ville fière de sa sécurité. Il n'y avait jamais eu de crime violent ici. Les gens se promenaient librement dans les rues et ne fermaient pas leurs portes à clé. C'était un coin vraiment paisible. Et pas seulement Woodcross, mais tout le nord, de Salt Lake City, où ont grandi les sœurs Coco et Karin Solgiver. Elles ont grandi à Bountiful, tout près de Woodcross. Une enfance dans une famille catholique, dans une région où la religion mormone prédominait, pouvait être solitaire. Mais les sœurs trouvaient toujours du réconfort l'une auprès de l'autre. Karin n'avait que 5 ans de plus que Coco, et elles étaient inséparables depuis leur enfance. Cela a duré jusqu'à ce que Karin rencontre Steve Strom au lycée. Elle n'avait alors que 17 ans. Steve était calme et réservé, mais dès qu'il buvait, il devenait agressif, méchant et incroyablement jaloux. Au début, Coco l'aimait bien. Mais lorsqu'elle a vu comment il traitait sa sœur, son opinion a changé. Malgré ses protestations, Karin et Steve se sont mariés à l'été 1973, juste après avoir terminé leurs études. Ils s'installèrent dans une maison de classe moyenne à Woodcross. Karin trouva un emploi dans une institution publique et Steve travailla comme mécanicien de nuit dans une usine aéronautique. De l'extérieur, leur vie semblait être l'incarnation du rêve américain. Mais tout s'est arrêté le 6 juin 1980, quelques jours avant leur 7e anniversaire de mariage. Ce jour-là, les services d'urgence ont reçu un appel. « S'il vous plaît, dépêchez-vous, ma femme a été tuée. » « Comment vous appelez-vous » ?»« Steve Strom, s'il vous plaît. » C'était le premier meurtre à Woodcross. Et pour la police locale, ce fut une véritable épreuve. Malgré la taille modeste du service, ils étaient bien préparés. Le détective Clarence Montgomery arrive sur les lieux. La maison était bouclée et les médecins avaient déjà confirmé le décès de Karin. Steve, celui-là même qui avait appelé la police, était assis dans la rue. Il semblait abattu et effrayé. Selon lui, il avait vu sa femme pour la dernière fois la veille au soir. Ils avaient dîné ensemble, puis il était parti travailler. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il revienne le lendemain matin et découvre Karin dans la chambre, morte. Les détectives ont commencé à interroger Steve, tandis que Montgomery inspectait la maison. Karin gisait sur le sol de la chambre. Le lit était soigneusement fait, la télévision était tombée par terre, mais fonctionnait toujours. Plusieurs traverses du lit étaient cassées, signe évident d'une lutte. Karin s'était débattue désespérément. Son corps était couvert de multiples ecchymoses, écorchures et égratignures. Son cou portait des traces de griffures, la peau était déchirée et saignait encore par endroits. L'agression avait été extrêmement violente. Aucun signe d'effraction n'a été trouvé dans la maison. Aucune empreinte étrangère, aucun signe d'intrusion. Toutes les empreintes appartenaient uniquement à Steve et Karin. Les enquêteurs ont mis leurs espoirs dans l'autopsie. Le rapport du médecin légiste était sans équivoque. Karin avait été étranglée. Son corps était couvert d'ecchymoses, notamment au niveau du cou et des parties intimes. Cependant, il n'y avait aucun signe d'acte sexuel. La mort était survenue entre 23h et 1h du matin. Steve avait déclaré être parti à minuit, ce qui signifie qu'il pouvait très bien être chez lui au moment du meurtre. Le détective Montgomery doutait de plus en plus des paroles de Steve. Il avait des motifs. Lui et Karin ne vivaient plus ensemble depuis longtemps. Il était connu pour son tempérament colérique et sa jalousie. Même si Steve affirmait que tout s'arrangeait,
Karine craignait qu'il ne lui fasse du mal. Mais elle s'était tout de même décidée à demander le divorce. Ses amis et ses proches disaient qu'il ne fallait pas s'étonner si quelque chose de terrible arrivait. Les récits de violences domestiques ne faisaient que le confirmer. Coco avait vu de ses propres yeux les traces de coups. Karine essayait de cacher ses bleus sous du maquillage, mais sa sœur remarquait tout. Après presque 7 ans de mariage, Karine avait décidé que cela suffisait. Peu avant sa mort, elle a parlé à son avocat et lui a demandé d'accélérer la procédure de divorce. Steve affirmait qu'ils avaient essayé d'arranger les choses. Mais les enquêteurs savaient que le premier suspect n'était pas toujours coupable. Il disposait de trop peu d'informations. La police a donc décidé de prendre du recul et de revérifier tous les faits. Le criminel connaissait probablement Karine et Steve personnellement. Soit il les connaissait tous les deux, soit Karine l'avait elle-même laissé entrer dans la maison, car aucune trace d'effraction n'avait été trouvée. Cela signifiait que les soupçons se portaient sur des personnes en qui elle avait confiance. Karine n'aurait jamais ouvert la porte à un inconnu. Elle avait plusieurs amis et collègues de Steve à qui elle aurait pu ouvrir, ainsi qu'un petit ami avec qui elle avait une relation. Dans tout triangle amoureux, il y a toujours 3 parties, et dans ce cas, il n'est pas exclu que la jalousie ait pu obscurcir les esprits. Thaler Schneck, le petit ami de Karine, a déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient l'intention de se marier. Selon lui, c'est lui qui avait insisté pour que Karine rencontre Steve une dernière fois, soi-disant pour qu'elle soit définitivement sûre de vouloir divorcer. Après plusieurs heures d'interrogatoire et de vérification de son alibi, Thaler a été écarté de la liste des suspects. Il a affirmé avoir passé toute la nuit chez lui, ce que l'enquête a pu confirmer. Le suivant était Edward Owens, un collègue de Steve. Les enquêteurs se sont rendus à l'usine où Steve et Ed travaillaient. Steve a mentionné que lorsqu'il était arrivé pour prendre son service, Ed n'était pas à son poste. Les détectives ont interrogé le chef d'équipe et vérifié le registre. Il s'est avéré qu'Ed était parti dîner vers 20h ce soir-là et n'était pas revenu au travail. C'était inhabituel pour le employé du mois. Cependant, Ed a fourni un alibi. Il était dans un bar à proximité, buvait avec des amis et était rentré chez lui vers 2h du matin. Ses amis l'ont confirmé. Si la mort de Karine était survenue entre 23h et 1h du matin, Ed ne pouvait effectivement pas être impliqué. Bien qu'il ait eu des égratignures aux mains, ce qui a quelque peu intrigué les enquêteurs, il n'y avait aucune raison de le soupçonner. Il travaillait sur un tour, et comme l'a expliqué son chef, ce genre de coupure était courant à cause des copeaux métalliques. De plus, rien ne prouvait qu'il ait eu une quelconque relation avec Karine. L'enquête n'avait aucune raison de penser qu'il aurait pu se rendre chez elle, et encore moins pour la tuer. Au cours des 2 mois suivants, d'autres personnes que Karine aurait pu laisser rentrer chez elle ont été interrogées. Les soupçons ont été levés pour certaines d'entre elles, mais toutes étaient toujours sous surveillance, au cas où. Les détectives ont recueilli un maximum d'indices. Des échantillons d'ADN ont été prélevés sur toutes les personnes qui auraient théoriquement pu entrer chez Karine. Et bientôt, l'enquête est revenue sur Steve Strom. La jalousie était un mobile possible, car elle allait le quitter définitivement. Le jour du meurtre, elle avait dit à ses collègues qu'elle allait annoncer à Steve sa décision de demander le divorce. Les preuves médico-légales indiquaient qu'il n'y avait personne d'autre qu'elle et Steve dans la maison. Mais lui continuait d'affirmer son innocence. Pour le prouver, on lui a proposé de passer au détecteur de mensonges. Cependant, il a menti à plusieurs questions, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après avoir rassemblé toutes les preuves, les détectives les ont transmises au procureur du district. Après avoir analysé les preuves, le procureur a conclu qu'il y avait suffisamment de motifs pour délivrer un mandat d'arrêt. Et le 12 août 1980, 2 mois après le meurtre de Karine Strom, Steve a été arrêté. Le procès a été préparé avec soin. Les témoignages des amis de Karine, à qui elle avait montré ses bleus et fait part de ses inquiétudes, ont été ajoutés au dossier.
Mais les preuves étaient insuffisantes. Beaucoup d'entre elles étaient indirectes, et le juge les a jugées peu fiables. En conséquence, Steve a été libéré. Le procureur craignait que l'affaire ne s'effondre complètement et que les accusations ne soient retirées. Pendant ce temps, la police de Woodcross continuait son travail. Les enquêteurs ont rassemblé toutes les preuves possibles, photos de la scène du crime, échantillons de sang, vêtements, ongles coupés de Karine. Tout cela a été soigneusement conservé. Steve, qui n'avait plus aucun lien avec Woodcross, quitta bientôt la ville. Mais le détective Clarence Montgomery n'oublia pas cette affaire. Il a toujours pensé que Steve était responsable de la mort de sa femme. 25 ans ont passé. Montgomery a pris sa retraite. L'affaire a de nouveau été classée. Et en 2006, le détective Brad Benson s'en est chargé. Il a décidé de réexaminer les affaires non résolues et le meurtre de Karine Strom figurait sur cette liste. Pendant plusieurs semaines, il a étudié attentivement les documents. Rapports, photos, descriptions des preuves. Benson disposait également d'échantillons de sang, de salive et de cheveux prélevés sur le corps de la victime et sur les suspects. Il avait désormais une chance, l'ADN. Depuis les années 1980, la technologie avait fait d'énormes progrès. Il envoya tous les échantillons à un laboratoire privé. Le processus fut long. Les experts doutaient de pouvoir extraire quoi que ce soit d'utile après tant d'années. Quoi qu'il en soit, si l'ADN pouvait être extrait, il appartiendrait très probablement à Steve Strom. En parallèle, Benson a contacté tous les témoins et suspects afin qu'ils confirment à nouveau leurs témoignages. La plupart ont accepté, y compris Steve lui-même. Mais lorsque le détective a informé Steve de la réouverture de l'affaire, celui-ci a pris cela comme une reprise de la chasse à l'homme. Et dans un certain sens, il avait raison. Benson le considérait comme le principal suspect. Steve avait la réputation d'être un mari violent et alcoolique. Cependant, la police voulait également parler à Ed Hunz, un ancien collègue de Steve. D'après les rapports, ils étaient amis, travaillaient ensemble sur la même machine, et Steve remplaçait Ed en son absence. Benson a découvert que Hunz vivait désormais en Virginie du Nord. Il l'a contacté et lui a demandé s'il était prêt à se rendre en Utah pour confirmer son témoignage. Ed a assuré qu'il pourrait venir la semaine suivante. Benson a commencé à sentir que toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais une semaine s'écoula et Ed Hunz disparut. Il avait laissé à sa femme une note qui ressemblait à une lettre d'adieu. Les détectives découvrirent qu'il avait pris un taxi pour l'aéroport, s'était envolé pour San Antonio, au Texas. Et de là, il avait pris un bus pour Ciudad. Depuis Juarez, au Mexique, mais qu'est-ce qui a bien pu pousser un homme innocent à quitter soudainement le pays au milieu de la nuit? La police du comté de Utah était déterminée à le découvrir. Lorsque les résultats de l'analyse ADN sont arrivés du laboratoire médico-légal, tout s'est mis en place. Les experts ont non seulement réussi à isoler un fragment d'ADN identifiable à partir des restes de Karine, mais aussi à découvrir l'ADN correspondant du meurtrier présumé. La plupart du matériel biologique trouvé sous les ongles de Karine Strom appartenait à Ed Hunz. Le détective Brad Benson a été choqué par ces informations, car jusqu'alors, il ne pouvait imaginer pourquoi Ed aurait pu souhaiter la mort de Karine. Les traces découvertes se sont avérées être un mélange de particules de peau et de liquide séminal, ce qui indiquait un possible mobile sexuel du crime. D'après les souvenirs de leurs connaissances, Karen et Ed n'avaient que des relations superficielles. Ils s'étaient rencontrés plusieurs fois avec leurs conjoints lors de pique-niques, et apparemment, leur contact s'arrêtait là. À la lumière de ces nouvelles preuves, les enquêteurs ont réexaminé les témoignages recueillis en 1980. Plusieurs employés de l'usine ont déclaré avoir vu Ed Hunz le lendemain de la mort de Karine, avec des égratignures visibles sur le visage et les mains. Heureusement, les détectives de l'époque avaient pris des photos de ces blessures.
Les enquêteurs ont supposé que Karine avait laissé ses traces pendant la lutte et s'en sont servis comme motif pour obtenir un mandat d'arrêt. Cependant, Ed se trouvait déjà au Mexique à ce moment-là et il a fallu beaucoup de temps pour le retrouver. Benson a décidé de vérifier à nouveau l'alibi d'Ed pour la nuit du meurtre. Vers 20h, il a quitté son lieu de travail et s'est rendu dans un bar. Il s'y trouvait effectivement avec des collègues, ce que les témoins ont confirmé. Cependant, lors d'un nouvel interrogatoire, ces mêmes personnes ont admis qu'Ed aurait pu partir discrètement sans être remarqué. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été son passé criminel. Les enquêteurs ont découvert qu'il avait déjà été poursuivi pour des actes de violence contre des femmes. Et bien qu'en 1973, le jury californien l'ait acquitté, la victime continuait d'affirmer que c'était bien lui. Elle racontait qu'Ed avait tenté de la violer, l'avait étranglée et même poignardée. 8 jours après la disparition d'Ed Hunz, la police l'a retrouvé et arrêté. En janvier 2008, la première audience a eu lieu. Les avocats de la défense ont insisté sur le fait que l'ADN trouvé ne prouvait pas sa culpabilité. Selon la défense, Ed et Karine avaient une liaison. Le jour de sa mort, affirmait l'avocat, ils se seraient rencontrés et auraient eu des relations intimes, ce qui expliquerait la présence de son sperme sous ses ongles. Cette déclaration a choqué le détective Benson, qui ne pouvait la réfuter sans preuve supplémentaire. Il a donc déposé une requête en suspension de l'affaire afin de découvrir la vérité et de revenir devant le tribunal. La première tâche consistait à prouver que la liaison entre Karine et Ed était une invention. Toutes les preuves trouvées sur les lieux du crime indiquaient le contraire. Traces de lutte, sang, blessures, égratignures. Tout indiquait un acte de violence et non une relation consentie. Les procureurs ont commencé à réexaminer le dossier dans l'espoir de trouver des détails qui avaient été négligés auparavant. Et leurs efforts ont rapidement porté leurs fruits. Sur l'une des photos des sous-vêtements que Karine portait la nuit du meurtre, ils ont remarqué de petites taches ressemblant à du sang. Les sous-vêtements ont été envoyés au laboratoire de criminalistique. L'analyse a pris 8 mois. En septembre 2008, les enquêteurs ont obtenu la confirmation que le sang sur les sous-vêtements appartenait à Ed Hunz. Cela prouvait qu'il y avait eu lutte et qu'il avait été blessé lors de l'agression. Grâce à ces nouvelles preuves, l'affaire a été rouverte. Lors du procès État de l'Utah contre Edward Lewis Hunz, le jury a rendu un verdict de culpabilité. Après une semaine d'audience, Ed Hunz a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Cependant, le tribunal devait tenir compte des lois de 1980, celles qui étaient en vigueur au moment du crime. Cela signifiait qu'Ed pouvait être condamné à une peine allant de 5 ans à la prison à vie. Afin d'obtenir la peine la plus sévère possible, les enquêteurs ont adressé une demande inhabituelle à la sœur de Karine. Entrer en contact avec la femme que Hunz avait tenté de tuer en 1973. Ils espéraient que son histoire aiderait le tribunal à établir un parallèle entre les deux agressions. Mais la défense n'avait pas l'intention de baisser les bras. Au tribunal, l'avocat d'Ed a déclaré que son client était prêt à passer aux aveux. Et en effet, Hunz a avoué le meurtre, mais à une condition. Il a affirmé avoir agi en tant que tueur à gages. Selon lui, le commanditaire n'était autre que Steve Strom, le mari de Karine. Ed a raconté que Steve lui aurait demandé de tuer sa femme et lui aurait promis de lui verser une partie de l'argent de l'assurance après sa mort. Cependant, selon Ed, sa conscience s'est réveillée. Il est allé voir Karine pour la prévenir. Mais un conflit a éclaté entre eux. Elle a commencé à le frapper et, pour se défendre, il l'a saisie par le cou. La seule chose dont il se souvenait ensuite, c'est qu'elle gisait sur le sol, sans signe de vie. Le juge a reporté le verdict afin de vérifier ses affirmations. Les détectives ont rouvert l'enquête, cette fois-ci sur Steve Strom. Mais l'enquête a confirmé que Steve n'avait rien à voir avec le meurtre.
Tout indiquait qu'Ed avait agi de son propre chef et que son mobile était d'ordre sexuel. L'histoire du meurtre commandité s'est avérée être une dernière tentative désespérée pour se défendre. En conséquence, Ed Hunz a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Sa première audience est prévue pour 2032. Il aura alors 82 ans. Il ne sera probablement jamais remis en liberté. Grâce à la ténacité des enquêteurs, toutes les pièces de ce puzzle complexe ont fini par s'assembler. Le soir du 5 juin 1980, Ed a quitté le bar où il se trouvait avec ses collègues et s'est rendu chez Karine. La porte n'était vraisemblablement pas verrouillée, ce qui lui a permis d'entrer sans être vu. Sa tentative de séduction ayant été rejetée, il a tenté de violer Karine. La jeune fille s'est débattue, elle l'a frappée et griffée. En réponse, il l'a étranglée. Après cela, il est simplement parti et a continué à vivre sa vie comme si de rien n'était. Voilà une histoire aussi choquante que complexe. Il semblerait qu'après des décennies, la vérité ait enfin triomphé et que le meurtrier ait reçu la punition qu'il méritait. Mais avez-vous encore des doutes ? Ed Hunz était-il vraiment le seul coupable de ce crime? Ou Steve Strom a-t-il tout de même joué un rôle dans cette tragédie en restant dans l'ombre? Écrivez ce que vous pensez de cette affaire. Croyez-vous à la version du meurtre commandité ou s'agissait-il simplement d'une dernière tentative pour échapper à la prison à vie?